Ils m'ont oublié à Noël. Encore une fois. Alors, cette année, j'ai pris mes économies et j'ai acheté mon propre refuge. Un chalet noir, silencieux, perdu dans les montagnes du Jura. Je pensais enfin avoir trouvé la paix. Je pensais être en sécurité. Mais ils ont débarqué. Mon père, ma mère, mon frère, et un serrurier. Ils étaient venus me le prendre. Ils étaient venus forcer ma porte pour l'offrir à mon frère, comme si c'était un dû. Ils pensaient que j'étais seule, faible et isolée. Ils ignoraient que j'avais une avocate. Ils ignoraient que j'avais des caméras. Et ils ignoraient surtout que la gendarmerie était déjà en route. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. C'est une histoire intense aujourd'hui, une histoire de limites, de finances familiales et de ce qui arrive quand on dit enfin non. Avant de plonger dans les détails de cette folie, dites-moi d'où vous nous écoutez aujourd'hui? De quelle ville, de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté est présente partout dans le monde. Laissez un commentaire, et commençons. Je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans. Dans la vie, je suis conservatrice de musée pour une fondation d'art contemporain à Lyon. Mon métier, c'est de raconter des histoires avec des images. C'est de trouver la vérité cachée derrière une toile, de trouver un sens dans le silence d'une installation. J'aime mon travail. Il est précis, calme et réfléchi. Je vis dans un appartement moderne, tout en verre, qui surplombe le Rhône. C'est un lieu épuré, choisi spécifiquement parce qu'il ne ressemble en rien à la maison de mon enfance. La maison de mon enfance est à Versailles. Ce n'était pas une maison, c'était un musée. Un musée vivant, méticuleusement entretenu, à la gloire de mon frère aîné, Bastien. Bastien a 4 ans de plus que moi. Il est le soleil de la famille. Le fil en or. Nos parents, Didier et Claire, ont passé leur vie à orbiter autour de lui. Les murs de cette maison de Versailles racontaient son histoire, jamais la mienne. Dans le salon, au-dessus de la cheminée en marbre, il n'y avait pas de photos de famille. Il y avait les trophées d'aviron de Bastien, rangés par ordre chronologique. Son diplôme de l'école de commerce, encadré d'or, avait la place d'honneur. Chaque repas de famille était rythmé par les récits de ses exploits, même lorsque ces exploits consistaient à lancer une nouvelle start-up vouée à l'échec, financée, bien sûr, par nos parents. Et moi? Où étaient mes réussites? Elles étaient dans des cartons. Littéralement. Dans la cave à vin, à côté des bouteilles de prestige que mon père gardait, pour les grandes occasions, qui n'arrivaient jamais, et des décorations de Noël démodées. Mes prix de poésie, mes bulletins de notes parfaits, mon propre diplôme universitaire, tout était archivé, étiqueté et caché. Pour ne pas prendre la poussière, ma chérie, disait ma mère. Ce n'était pas pour la poussière. C'était pour ne pas faire d'ombre. Mon père, Didier, est conseiller en gestion de patrimoine. Il ne comprend que les actifs, les passifs et l'héritage. Pour lui, Bastien était l'héritier, l'investissement principal. J'étais une ressource secondaire. Quelque chose à garder en réserve. Ma mère, Claire, est obsédée par l'image. Vivre à Versailles, pour elle, c'est une performance. Un fils, entrepreneur, qui réussit, même s'il échoue en privé, est essentiel à cette image. Une fille silencieuse et studieuse? Utile, mais pas assez prestigieuse pour être exposée. J'ai appris à vivre dans cette ombre. J'ai appris à être invisible. J'ai construit ma vie à Lyon, à 2 heures de TGV, pour être assez loin pour respirer, mais il n'avait pas fini avec moi. J'avais beau être partie, j'étais toujours considérée comme une possession, une police d'assurance pour leur précieux Bastien. J'avais l'habitude de vivre dans l'ombre de mon frère. Mais je n'avais jamais réalisé que cette ombre n'avait pas seulement l'intention de me cacher. Elle avait l'intention de dévorer tout ce que je construirais un jour. Cet effacement n'était pas un accident. C'était une habitude, puis une tradition. Une série de petites coupures, de petits oublis, qui, mis bout à bout, saignent une personne à blanc. J'ai des souvenirs précis. Le premier, j'ai 10 ans. Bastien a une régate importante. Je descends dans la cuisine, attiré par l'odeur incroyable de beurre noisette et d'orange. Ma mère, Claire, est au fourneau. Elle prépare des crêpes Suzette.
Pas n'importe lesquels. Elle les fait flamber, une par une, avec une concentration absolue, comme si elle réalisait une œuvre d'art. Pour Bastien, dit-elle, sans me regarder. Il a besoin d'énergie pour gagner. Je m'assieds à la table de la cuisine. J'attends. 1 heure passe. Bastien descend, mange sa pile de crêpes parfaite, et repart. Ma mère nettoie la poêle. Elle ne lève même pas les yeux vers moi. Et moi, maman? Elle semble surprise. Oh. Tu as faim? Prends une tartine dans la huche à pain. Je me suis fait une tartine. Du pain sec. Je l'ai mangé seul, dans le silence de la cuisine, le bruit de l'horloge marquant chaque seconde de mon invisibilité. Le deuxième souvenir, j'ai 17 ans. Je gagne un prix littéraire national pour les jeunes auteurs. Une reconnaissance incroyable. Je cours à la maison, le certificat à la main, un chèque de 500 €. Je trouve ma mère dans le salon, en train d'arranger des fleurs. Maman, regarde. J'ai gagné. Elle prend le certificat, le regarde à peine. Magnifique, Amandine. C'est très bien. Au fait, dit-elle en se retournant vers ses pivoines, ton père m'a dit que l'essai de Bastien pour son dossier d'école de commerce avait besoin d'être relu. Il n'est pas très doué pour ça. Toi, tu es si doué pour ces choses-là. Tu peux l'aider, n'est-ce pas? C'est important pour son avenir. Mon prix. Ma réussite. Instantanément transformée en un outil pour servir l'avenir de Bastien. Mon chèque de 500 € semblait ridicule face aux dizaines de milliers d'euros qu'il dépensait pour ses frais de scolarité. Mais la trahison finale, celle qui a tout cassé, c'est le Noël de ma première année d'université à Lyon. J'avais mon billet de TGV réservé depuis des semaines. J'étais tellement excitée à l'idée de rentrer. 1 semaine avant, mon père m'appelle. Amandine. Changement de programme. Nous partons tous à Courchevel pour voir ta tante. C'est une décision de dernière minute. Sa voix était plate, professionnelle. Les billets d'avion sont exorbitants à cette période, c'est trop cher pour en ajouter un maintenant. Tu comprends. On se verra au Nouvel An. J'ai compris. J'ai annulé mon billet. J'ai passé ce Noël-là seul dans ma chambre de cité universitaire de 9 mètres carrés, vide et froide. J'ai mangé des nouilles instantanées en regardant la télévision. J'ai pleuré, puis je me suis endurcie. En janvier, je suis allée à Avignon pour rendre visite à ma grand-mère, Mireille, la mère de ma mère. Et là, sur son réfrigérateur, tenu par un aimant en forme de cigale, il y avait la carte de vœux de la famille. Didier, Claire et Bastien. Ils souriaient, éclatants, portant des pulls de Noël assortis. Ils n'étaient pas à Courchevel. Ils étaient dans le salon de Versailles, devant la cheminée en marbre. La photo était datée du 24 décembre. Ils n'avaient même pas pris la peine de partir. Ils avaient juste menti pour m'exclure. Je n'ai pas pleuré en voyant la photo. J'ai ressenti quelque chose d'autre. Un froid intense. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le bruit sourd d'une porte en acier qui se ferme. C'est étrange ce qu'on fait pour se protéger, n'est-ce pas? Devenir invisible pour éviter d'être blessé. Est-ce que quelqu'un ici, parmi vous qui m'écoutez, a déjà dû créer ses propres traditions, ses propres mécanismes de défense, juste pour survivre à des moments censés être joyeux? Si vous aviez été à ma place, à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté vos parents? Ou auriez-vous fait comme moi, en fermant la porte? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir. Après cette trahison, j'ai activé ce que j'appelle mon mode d'hypercompétence. C'est mon mécanisme de défense. Quand le monde extérieur est chaotique et blessant, je contrôle mon propre monde avec une précision militaire. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'espérer des invitations. J'ai arrêté de laisser des « au cas où » dans mon agenda. J'ai commencé à planifier mes propres mois de décembre. Des voyages en solo. Des réservations dans de bons restaurants, pour une personne. J'ai appris à me cuisiner un rôti parfait, juste pour moi. J'ai transformé mon exclusion en un choix délibéré. J'ai même dû rééduquer mes sens. L'odeur du pain d'épices et du vin chaud à la cannelle? Ça me donnait la nausée.
C'était l'odeur des marchés de Noël auxquels je n'étais pas invitée. C'était l'odeur de leur bonheur. Alors j'ai choisi mon propre parfum. La menthe poivrée. Agressive, propre, sans ambiguïté. Je buvais des litres de tisane à la menthe poivrée. J'achetais du chocolat à la menthe. C'était l'odeur de mon indépendance. L'odeur de mon silence durement gagné. L'odeur d'un mois de décembre qui n'appartenait qu'à moi. Les années ont passé. Ma carrière à Lyon a décollé. Mon hypercompétence m'a bien servi. Je suis devenue l'une des meilleures conservatrices de ma génération. Mon travail était mon armure. Et puis, il y a 6 mois, j'ai lancé l'exposition la plus importante de ma carrière. L'écho des sommets. Un projet risqué, mélangeant art numérique et sculpture massive. Ce fut un triomphe. La presse était élogieuse, les donateurs ravis. Mon patron, Arthur, m'a convoqué dans son bureau. Un homme habituellement réservé, mais ce jour-là, il souriait. « Amandine, dit-il. Le conseil d'administration est extatique. Vous avez non seulement atteint les objectifs, vous les avez pulvérisés. » Il a fait glisser une enveloppe crème sur le bureau. Ceci n'est pas votre augmentation habituelle. C'est un bonus. Pour un travail exceptionnel. Je l'ai ouverte. Mes mains tremblaient légèrement. À l'intérieur, un chèque. Mon cœur a manqué un battement. 60 000 €. 60 000 €. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux du chiffre. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un levier. C'était du pouvoir. C'était une porte de sortie. Merci, Arthur, ai-je réussi à dire, ma voix étonnamment stable. Mon premier réflexe a été d'appeler mes parents. J'ai sorti mon téléphone. J'ai failli composer le numéro de Versailles. Mais je me suis arrêtée. Je savais exactement ce qui se passerait. 60 000 €? C'est merveilleux, ma chérie. Tu sais, c'est drôle que tu appelles. Bastien a justement besoin d'un petit investissement de démarrage pour son nouveau projet. J'ai rangé mon téléphone. J'ai appelé la seule personne qui comprendrait. Allô, grand-mère? Mireille. Ma grand-mère maternelle, qui vivait à Avignon. La seule qui m'ait jamais vraiment vue. Mireille, ils m'ont donné un bonus. 60 000 €. Il y eut un silence. Puis son rire sec, inimitable. Eh bien. Il était temps. Il réalise enfin ta valeur. Écoute-moi, petite. N'en parle pas à tes parents. Pas un mot. Cet argent, il est à toi. Fais en quelque chose qui te rend heureuse. Quelque chose juste pour toi. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ce n'était plus un bonus. C'était une mission. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les 60 000 € étaient sur mon compte, s'ajoutant à des années d'économie rigoureuse. Ce n'était plus un « au cas où ». C'était un « maintenant ». J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à naviguer sur Le Bon Coin. D'habitude, je regardais les appartements à Lyon. Par pure impulsion, inspiré par le nom de mon exposition, L'écho des sommets, j'ai tapé « Chalet Jura ». J'ai fait défiler des chalets rustiques, des choses démodées. Et puis, je l'ai vu. Ce n'était pas un chalet. C'était une déclaration. Une structure moderne, angulaire, entièrement peinte en noir mat. On aurait dit une flèche noire, plantée agressivement dans la neige blanche. L'annonce était nouvelle. Chalet d'architecte, Roche Noire. Calme absolu. Roche Noire. Un village fictif, mais imaginez un petit coin perdu près de la frontière suisse. Il était presque minuit. J'ai appelé le numéro de l'agence, m'attendant à un répondeur. Une voix vive a répondu. Agence Maya, bonsoir. Oh, bonsoir. Je suis Amandine Durand. Je vous appelle pour le chalet noir à Roche Noire. Je sais qu'il est tard. Les gens de la ville appellent toujours tard, dit-elle en riant. C'est le moment où on a le temps de rêver, pas vrai? Il vient d'être mis sur le marché. C'est un bijou. Je suis à Lyon, dis-je. Je ne peux pas monter avant plusieurs jours. Pas de problème, dit Maya. J'habite à 10 minutes. Vous voulez une visite en FaceTime?
Maintenant? Mon téléphone a vibré. J'ai accepté. Le visage de Maya est apparu, encadré par une capuche. Elle a tourné la caméra. Allons-y. Elle a ouvert la porte. La lumière s'est allumée. J'ai eu le souffle coupé. Le mur entier faisant face à la vallée n'était que du verre. Le plafond montait en une pointe aiguë. Une immense cheminée en pierre brute séparait le salon de la cuisine. C'était vide, mais c'était magnifique. Et la terrasse? Dit-elle en ouvrant une baie vitrée. Le son du vent s'est engouffré dans mon micro. La caméra a pivoté. C'était une immense terrasse en bois sombre, suspendue au-dessus du vide, surplombant une vallée de neige et de sapins. C'était isolé. C'était puissant. C'était tout ce que Versailles n'était pas. Je le veux, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé un courtier. Je suis allé voir mon propre avocat à Lyon. Mon père est conseiller en patrimoine, j'ai grandi en entendant parler d'optimisation fiscale et de protection des actifs. Je savais exactement quoi faire. Je n'allais pas l'acheter en mon nom propre. J'ai créé une SCI. Une société civile immobilière. Une structure juridique qui posséderait la maison. Je l'ai appelée SCI Pain Silencieux. J'étais la gérante, mais mon nom n'apparaîtrait pas sur les registres fonciers publics. L'acheteur était une entité corporative. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse. Mon père m'avait appris à être utile. J'allais utiliser ses propres outils contre lui. J'ai fait une offre en espèces, la totalité de mes économies et de mon bonus. L'offre a été acceptée. J'ai signé les papiers. J'ai reçu les clés. J'ai mis en place une boîte postale privée à Roche-Noire pour tout le courrier de la SCI. Mon armure légale était en place. J'avais les clés, j'avais les statuts de la SCI. Je pensais avoir tout prévu. Mais j'avais sous-estimé une chose, leur arrogance pathologique. Ils ne se souciaient pas de la loi. Ils se souciaient de ce qu'ils estimaient leur revenir de droit. Ma nouvelle vie a commencé. Une double vie. La semaine, Amandine, la conservatrice pointue à Lyon. Concentrée, professionnelle, dirigeant des réunions. Le vendredi, à 17h01, j'étais dans ma voiture. 3 heures de route de montagne, alimentée par du café noir et une adrénaline pure. J'arrivais au chalet dans l'obscurité totale, l'air si froid qu'il en brûlait les poumons. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas pneumatique au milieu du salon. Il faisait un froid glacial. Je voyais mon souffle. Je me suis sentie écrasée par le silence et l'ampleur de la tâche. C'était la douleur d'être la seule adulte dans la pièce. Il n'y avait personne à appeler si le chauffage tombait en panne. Personne à qui demander de l'aide. C'était mon problème. Et pour la première fois, cette responsabilité ne m'a pas semblé être un fardeau. Elle m'a semblé être une fondation. Les week-ends suivants ont été un montage de travail physique pur. Je détestais les placards de la cuisine. Un bois de chêne sombre et daté. J'ai passé un week-end entier à les poncer. La poussière de bois s'infiltrait partout. Mes épaules me brûlaient. Mais ce n'est pas parce que je suis conservatrice d'art que je suis bricoleuse. J'ai essayé de changer les luminaires moi-même. J'ai lu des tutoriels en ligne. J'ai coupé le courant, je me suis tenue en équilibre sur un escabeau, en essayant de connecter les fils. J'ai rebranché le courant. Il y a eu un BZZT sonore, un flash bleu vif, et tout l'étage a été plongé dans le noir. J'avais fait sauter le disjoncteur principal. Je suis restée assise par terre dans le noir, l'odeur d'ozone flottant dans l'air, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de frustration. J'étais seule, à 30 ans, dans une maison vide, et je ne pouvais même pas installer une foutue lumière. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais incapable de me débrouiller seule. Mais les larmes se sont arrêtées. J'ai respiré l'air froid. J'ai trouvé la boîte à fusibles. J'ai tout réenclenché. Et le lendemain, j'ai appelé un électricien du village. Il est venu, a ri gentiment de mon câblage, et a tout réparé en 20 minutes. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, mademoiselle, m'a-t-il dit. C'était une leçon. L'indépendance, ce n'est pas tout faire seul. C'est savoir qui appeler.
Le travail le plus important est venu ensuite, les serrures. J'ai remplacé les serrures de base par des serrures intelligentes de haute sécurité. J'ai moi-même renforcé le cadre de la porte avec des vis de 80 mm, les enfonçant profondément dans le montant en bois massif. J'ai fermé la porte. J'ai tourné le pêne. Il y a eu un clac lourd, sourd et définitif. Ce n'était pas le son d'une porte qui se ferme. C'était le son d'une frontière qui se dresse. C'était le son d'un nom forgé dans l'acier. J'ai assemblé les lits dans les 2 chambres d'amis. En serrant chaque boulon, je ne pensais pas à ma famille. Je pensais aux amis que je choisirais d'inviter. Ma forteresse était enfin prête. Il fallait tester la forteresse. Non pas contre des ennemis, mais avec des amis. J'ai invité ma vraie famille. Mon équipe de Lyon. Manon, Thomas et Karim. Ceux qui m'avaient soutenu, ceux qui avaient célébré mon bonus sans une once de jalousie. Ils sont arrivés un vendredi soir, chargés de jeux de société et de sacs de course. On fait un chili con carne, a annoncé Manon. Ma cuisine, repeinte et lumineuse, s'est remplie de bruit. Le hachis des oignons. Le grésillement de la viande. Et le son de 3 personnes débattant joyeusement pour savoir à quel jeu jouer en premier. Nous avons mangé assis par terre autour de la table basse, car ma table de salle à manger n'était pas encore arrivée. Et nous avons ri. Un rire bruyant, sans retenue, qui rebondissait sur les hautes poutres du plafond. Le chalet pouvait contenir la joie. Ce n'était pas seulement mon refuge. C'était notre refuge. J'ai appelé ma grand-mère Mireille en FaceTime pour lui faire la visite officielle. Quand je lui ai montré la vue depuis la terrasse, elle a sifflé. Tu l'as fait, petite. Tu t'es construit ta propre montagne. Je suis fière de toi. Ce soir-là, après leur départ, le silence était différent. Il n'était pas vide. Il était plein, chargé du souvenir de leur rire. Je me sentais enfin installée. J'ai ouvert Instagram. Mon compte privé, celui réservé à une poignée d'amis. J'ai posté une seule photo. La terrasse, le matin, avec la brume dans la vallée en contrebas. La légende était simple. 5 mots. Je me suis offert un endroit calme. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. L'air sentait le café frais et le pain. C'était le calme absolu. Puis j'ai allumé mon téléphone. C'était l'apocalypse. Mon téléphone vibrait si fort sur la table de nuit qu'il ressemblait à un nid de frelons en colère. Une cascade de notifications. Toutes provenant du même endroit, le groupe WhatsApp Famille Durand. C'était un groupe habituellement mort. Mon père y postait parfois des articles sur les marchés boursiers. Une tante y mettait une photo de ses roses. Aujourd'hui, il était en feu. Ma mère, Claire, avait fait une capture d'écran de mon post Instagram privé. Elle l'avait collé dans le chat familial. La première réponse était de mon père, Didier, un achat de cette ampleur sans consulter la famille est incroyablement imprudent, Amandine. Nous devons discuter des implications fiscales et de l'héritage. La suivante était de Bastien. Un simple emoji pouce levé. Suivi une seconde plus tard par une photo. Une photo prise à l'intérieur d'un box de stockage. Des piles de carton plat. Sur le dessus, écrit au marqueur noir, chambre bébé. Puis, le coup de grâce. De ma mère, Claire. Quelle merveilleuse nouvelle. Et quel timing parfait. Comme vous le savez, Bastien et Lise ont désespérément besoin de plus d'espace avec le bébé qui arrive. Leur bail se termine. C'est parfait. Ils peuvent emménager vendredi. J'ai relu. Et relu encore. Ils peuvent emménager vendredi. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas « Félicitations, pourrions-nous un jour ?» C'était une proclamation. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message privé de ma mère. Le groupe, c'était l'annonce publique. Ceci était la directive. Amandine, je suis si soulagée que tout s'arrange. Noël se fera donc chez toi. C'est décidé. Non négociable. Nous apporterons la nourriture. Non. Négociable.
En 10 minutes, mon sanctuaire, ma forteresse, mon lieu de silence, venait d'être annexé. Il n'était plus à moi. Il était devenu la résidence secondaire de Bastien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je suis restée assise là, mon café devenant froid. La panique montait, une bile acide dans ma gorge. C'était la vieille rengaine. Ma vie entière. Tout ce qui était à moi était, par défaut, une ressource pour Bastien. J'ai pensé à toutes les réponses polies. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Le chalet n'est pas prêt. Peut-être une autre fois. Toutes ces phrases que j'avais apprises. Toutes ces phrases qui voulaient dire « Marchez-moi dessus, s'il vous plaît ». J'ai effacé. J'ai tapé 3 mots. Non. Ça n'arrivera pas. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La petite bulle bleue flottait là, dans le silence du chat. Moins d'1 minute plus tard, mon téléphone sonnait. Mon père. Didier. J'ai laissé sonner 2 fois. J'ai respiré l'air frais de la montagne. J'ai décroché. Je n'ai pas dit « Allô ». J'ai attendu. Amandine. Sa voix n'était pas celle d'un père. C'était celle d'un PDG déçu. Ta mère est très contrariée. Ce n'est pas un jeu. Le bail de ton frère se termine. Tu as une maison avec 3 chambres. C'est un simple alignement des ressources. Sois utile. Sois utile. Pas sois gentille. Pas sois généreuse. Sois utile. J'étais un actif dans son portefeuille familial. Je comprends la situation de Bastien, ai-je dit, ma voix aussi froide que la sienne. Mais ma maison n'est pas la solution. Personne n'emménage. C'est définitif. Il y eut un silence glacial. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. On verra ça, dit-il. Et il a raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De rage. J'ai immédiatement fait des captures d'écran de tout. Le chat de groupe. Le message privé de ma mère. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma grand-mère, Mireille. Je viens d'avoir ta mère au téléphone, dit-elle, sans préambule. Elle est en pleurs. Elle dit que tu as acheté un château et que tu les mets à la porte. J'ai acheté un chalet, Mireille. Et en 1 heure, ils ont décidé d'y installer Bastien. Sans me demander. Son rire sec a crépité. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Un aspirateur déteste le vide, et ta famille déteste te voir posséder quoi que ce soit qui ne soit pas pour eux. Écoute-moi, Amandine. Ils vont venir. Ils pensent que non est le début d'une négociation. Ne cède pas, verrouille ta porte. Et s'ils insistent, tu appelles la gendarmerie. Tu leur dis que des intrus tentent de pénétrer chez toi. Ce ne sont pas la famille, ce sont des intrus. Ces mots m'ont frappé. Intrus. Gendarmerie. C'était une escalade terrifiante. C'était aussi la validation la plus profonde que j'ai jamais reçue. Dès que j'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché « Avocat droit immobilier Jura ». Le premier résultat était « Cabinet Valérie Roche ». Le site était austère, noir et gris. Le slogan « Clarté ». Stratégie. Résolution. J'ai obtenu un rendez-vous pour le lendemain. J'ai conduit jusqu'à son bureau. Maître Roche était une femme d'une 50aine d'années, aussi austère que son site web. Pas de photos de famille. Juste des diplômes. Je lui ai tout montré. Les captures d'écran. L'historique. Elle n'a pas sourcillé. Classique, dit-elle. Contrôle. Droit d'aînesse. Tentative de coercition financière. Elle a tapoté la capture d'écran de mon père. Le fait que vous ayez créé une SCI était la meilleure chose à faire. C'est « Pain silencieux » qui possède la maison, pas Amandine Durand. Que faisons-nous, ai-je demandé. Nous frappons en premier, et fort. En 1 heure, nous avons rédigé une « mise en demeure de ne pas paraître ». Un document juridique formel, déposé directement à la gendarmerie de Roche-Noire. Il nommait Didier,
Claire et Bastien Durand, et leur interdisait l'accès à la parcelle. De cette façon, dit Maître Roche, si vous devez appeler les gendarmes, vous n'êtes pas une fille émotive. Vous êtes la gérante d'une société qui signale une violation de dossier. J'ai quitté son bureau, le portefeuille allégé de frais juridiques considérables, mais le dos droit. Puis j'ai envoyé un email formel à mes parents et à mon frère, avec Maître Roche en copie carbone cachée, CCI. Objet, propriété à Roche-Noire. Pour clarifier la situation, le chalet n'est pas disponible pour des visites ou des invités. Il n'est pas non plus disponible pour un déménagement. Toute tentative d'accès à la propriété sera refusée. Cordialement, Amandine Durand, gérante, SCI Pain Silencieux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le silence a duré 2 jours. C'était un silence tendu, lourd. Je savais qu'ils n'avaient pas abandonné. Ils se regroupaient. Nous étions le 23 décembre. J'étais dans le salon, un livre sur les genoux, le feu crépitant. La maison était mon sanctuaire. À 19h42, mon téléphone a vibré. Pas un appel. Une notification de l'application de sécurité. Mouvement détecté, allez. Mon cœur n'a pas bondi. Il s'est mis à battre. Un rythme lourd, lent, délibéré. J'ai ouvert l'application. 2 phares blancs balayaient l'obscurité. Un gros SUV sombre, le même que celui de mon père. Il s'est arrêté devant la maison. Les portes se sont ouvertes. Ma mère, Claire, emmitouflée dans un manteau cher. Mon père, Didier, rigide. Bastien. Élise, sa femme, qui avait l'air épuisée et profondément mal à l'aise. Ils ont ouvert le coffre. Des valises. Un lit parapluie pour bébé. Et puis, un 5e homme est sorti du siège passager. Un homme que je ne connaissais pas, en bleu de travail, portant une longue boîte à outils en métal. Un serrurier. Ils n'avaient pas seulement ignoré mon « non ». Ils avaient prévu, budgétisé et engagé un professionnel pour le briser. Ma sonnette, qui est aussi une caméra, a retenti. Je ne me suis pas levée. J'ai appuyé sur l'icône « Parler » de mon application. Ma voix, métallique et déshumanisée, a fendu l'air glacial de la nuit. Ceci est une propriété privée appartenant à la SCI Pain Silencieux. Vous êtes en train de commettre une violation de propriété. Veuillez partir immédiatement. Ma mère a sursauté. Elle a cherché la source de la voix avant de fixer la sonnette. Elle s'est précipitée dessus, son visage déformé par l'objectif grand angle. Amandine. Chérie, ouvre. Il gèle. Ne sois pas ridicule, nous avons conduit pendant des heures. J'ai apporté du foie gras. Du foie gras. Comme si c'était le mot de passe magique. Je n'ai pas répondu. Mon père a fait un signe impatient au serrurier. L'homme s'est agenouillé et a commencé à examiner ma serrure de haute sécurité. Il a sorti une perceuse. C'était la ligne rouge. Mon pouls était stable. J'ai composé le numéro de la brigade de gendarmerie de Roche-Noire. Pas les urgences. La ligne directe. Gendarmerie de Roche-Noire, bonsoir. Bonsoir. Je suis Amandine Durand, gérante de la SCI Pain Silencieux. Je signale une intrusion active. J'ai un dossier de mise en demeure, numéro, déposé contre Didier, Claire et Bastien Durand. Ils sont actuellement sur mon porche. Ils ont amené un serrurier et tentent de forcer ma serrure en ce moment même. Le ton du gendarme a changé instantanément. Ils tentent de forcer l'entrée ? Madame, restez à l'intérieur. Une patrouille est en route. J'ai raccroché. J'ai regardé mon téléphone. La perceuse du serrurier gémissait contre le métal renforcé. Le bruit était horrible. Puis, des gyrophares bleus ont inondé l'allée. Ils se sont tous figés. Le serrurier a lâché sa perceuse comme si elle était brûlante. Un gendarme est sorti de la voiture. Il s'est approché calmement. Bonsoir. Un problème ici ? Ma mère a instantanément repris son rôle. La victime. Oh, merci mon Dieu, monsieur l'agent. C'est un terrible malentendu. C'est la maison de notre fille. Elle n'est pas bien.
Elle s'est enfermée. Nous sommes si inquiets. Le gendarme a regardé ma mère. Il a regardé les valises. Il a regardé le lit bébé. Il a regardé la perceuse. Je vois. Vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Mon père s'est raidi. C'est une affaire de famille. Monsieur, c'est une affaire de propriété. Vos papiers. Ils les ont donnés. Le gendarme a sorti un carnet. Didier, Claire, et Bastien Durand. Parfait. Il a levé les yeux. La mauvaise nouvelle, c'est que cette maison n'appartient pas à votre fille. Elle appartient à la SCI Pin Silencieux. Et j'ai ici une mise en demeure légalement enregistrée qui vous interdit spécifiquement à tous les trois d'être sur cette parcelle. Le silence. Le visage de ma mère s'est effondré. Une SCI? Mais c'est juste, c'est de la paperasse. Je suis sa mère. Madame, la loi ne reconnaît pas « je suis sa mère » comme un droit de propriété. Vous avez été averti. Et vous, dit-il au serrurier, vous allez me suivre à la brigade. Tenter de forcer une serrure sur la base d'un malentendu, c'est très grave. Il s'est tourné vers mes parents. Chargez vos valises. Et partez. Si vous revenez, je vous arrête pour violation de propriété et harcèlement. C'était un échec et mat. Ils ont remballé leurs affaires dans un silence de mort et sont partis, suivis par la voiture de la gendarmerie. Je suis resté au milieu de mon salon. Le silence est revenu. Mes genoux tremblaient. La maison avait tenu bon. Le matin de Noël, je me suis réveillé dans un silence absolu, couvert de neige. C'était la première fois que je me sentais vraiment en paix. L'affrontement de l'avant-veille m'avait épuisé, mais j'avais gagné. Mes amis, ma famille choisie, sont arrivés. Manon, Thomas et Karim. Ils n'allaient pas me laisser seul. On était garde du corps social, a plaisanté Thomas. Nous avons préparé un repas. Nous avons ri. C'était le plus beau Noël de ma vie. Puis, vers 16h, Manon, qui regardait son téléphone, a pâli. Amandine. Tu devrais voir ça. Elle m'a montré son écran. Ma mère, Claire, avait fait un post public sur Facebook. Il n'y avait pas de photo de notre altercation. Juste un texte long et larmoyant. Un matin de Noël doux amer. Nous sommes si tristes de ne pas être avec toute notre famille, mais nous sommes ravis pour Bastien et Lise. Après tant d'épreuves, ils ont enfin trouvé un refuge sécurisé dans le Jura pour commencer leur famille. Nous sommes si reconnaissants que tout se soit arrangé pour eux. Nous avons hâte de les aider à s'installer. Les commentaires affluaient, félicitations. Quel bel endroit. Vous êtes des parents merveilleux. Mon sang s'est glacé. Elle crée une histoire, ai-je bégayé. Elle dit au monde entier qu'ils ont la maison. C'est ce que Maître Roche appelle la phase 2 minutes, dit Thomas, toujours pragmatique. L'occupation administrative. Et puis, comme pour confirmer ses paroles, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était mon patron, Arthur, de la Fondation d'Art à Lyon. Mais il appelait de son portable personnel, un samedi, le jour de Noël. Ma gorge s'est nouée. Arthur? Joyeux Noël. Tout va bien? Sa voix était froide. Strictement professionnelle. Amandine. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai reçu un appel très préoccupant il y a 1 heure. C'était un homme qui s'est présenté comme étant votre père, Didier Durand. Mon cœur a cessé de battre. Il m'a informé, continua Arthur, qu'il était en train de prendre des mesures légales vous concernant. Il a dit que vous souffriez d'une crise psychologique grave, que vous aviez détourné des fonds de la fiducie familiale pour acheter une propriété, et qu'il craignait pour la réputation de la fondation si je vous gardais à votre poste. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était plus à propos d'un chalet. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était une déclaration de guerre. Il essayait de me faire licencier. Il attaquait ma carrière, mon indépendance, mon armure. Arthur, ai-je dit, en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. C'est un mensonge absolu. C'est une dispute familiale incroyablement toxique.
Il n'y a pas de fonds de fiducie. L'argent était un bonus, de votre part. C'est de la diffamation. Je veux bien vous croire, Amandine, dit Arthur, sa voix un peu plus douce mais toujours inquiète. Mais vous comprenez que je dois prendre cela au sérieux. Le conseil d'administration n'aime pas les mots détournement et crise psychologique. Réglez ça. Vite. Il a raccroché. J'étais secouée. Mes amis me regardaient, horrifiés. Ils sont fous, dit Manon. Encore tremblante, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai vérifié ma boîte postale de la SCI. Et j'ai vu une notification de la poste. Une demande de réexpédition de courrier était en attente. Une demande pour transférer tout le courrier de Bastien Durand et Lise Durand de leur adresse à Versailles vers ma boîte postale à Roche-Noire. Ils avaient échoué à forcer la porte d'entrée, alors maintenant, ils essayaient de détruire ma vie de l'intérieur et de s'installer légalement par la porte de derrière. J'ai passé le reste de Noël dans un état de panique froide. Le lendemain, le 26, j'étais à la première heure au bureau de maître Valérie Roche. J'étais livide. Il a appelé mon employeur. Il m'a accusé de détournement de fonds. Le visage de maître Roche est devenu dur comme de la pierre. C'est de la diffamation. C'est une infraction pénale. Elle a tapé furieusement sur son clavier. J'envoie une mise en demeure à votre père et à votre employeur, clarifiant la situation et menaçant de poursuites pour diffamation s'il recommence. Et la réexpédition de courrier, ai-je demandé. J'annule ça. Mais attendez. Elle fronça les sourcils, en cliquant sur les registres publics du comté. Amandine, ils ne se sont pas arrêtés là. Elle a tourné son écran vers moi. C'était un document PDF, scanné. Un contrat de bail familial. Un bail simple, mal rédigé, accordant une occupation à durée indéterminée à Bastien et Lise Durand, pour la propriété de la SCI Pin-Silencieux. Et en bas, dans la case signature pour la gérante, il y avait mon nom. Amandine Monsieur Durand. Ma voix était un souffle. Ce n'est pas ma signature. Et je n'ai pas de deuxième prénom. Mon nom est Amandine Durand. C'est qui aime. C'est ce qu'on appelle, dit maître Roche, sa voix glaciale, un faux et usage de faux. Une infraction pénale grave. Ils l'ont inventé. Ils ont créé une personne fictive pour consentir à leur invasion. J'avais envie de vomir. Mon propre père avait falsifié un document légal. Quel est leur but, ai-je demandé. C'est leur preuve, dit Roche. Ils l'utilisent pour justifier la réexpédition de courrier. Pour essayer d'immatriculer leur voiture à votre adresse. Pour essayer de s'inscrire sur vos comptes EDF et d'eau. Ils essaient de créer un droit de locataire frauduleux. Ce n'était plus une dispute. C'était un siège. Nous allons les détruire, Amandine, dit maître Roche. Pas en tant que fille. En tant que gérante de société. Ce jour-là, nous avons lancé l'arsenal complet. Une lettre de « cesser et désister, stop et arrêter », envoyée en recommandé, détaillant les accusations de diffamation et de faux et usage de faux. Des alertes de fraude envoyées à la poste, à la préfecture, à EDF, à tout service public imaginable. Une demande de « référé », une ordonnance de protection d'urgence, prête à être déposée au tribunal au prochain faux pas. Je suis rentrée au chalet ce soir-là, me sentant violée et en colère. Il m'avait attaqué partout. J'ai regardé mes caméras. L'allée était sécurisée. Le porche était sécurisé. Mais qu'en était-il du reste? Mon père était un lâche. Il n'attaquerait plus de front. Il attaquerait dans l'ombre. Je suis allée sur Amazon. J'ai commandé une caméra de chasse. Une petite caméra activée par le mouvement, étanche, camouflage forêt. Je l'ai reçue le lendemain. Et je l'ai installée, non pas près de la maison, mais dans un arbre, à 500 mètres de là, visant parfaitement la zone commune des boîtes postales au bord de la route principale. J'ai attendu. La nuit du 30 décembre. 2h11 du matin. Mon téléphone a hurlé. Pas la notification habituelle. Une alerte stridente. Mouvement détecté, bonne boîte postale. Mon cœur battait à tout rompre.
J'ai ouvert l'application de la caméra de chasse. L'image était granuleuse, en vision nocturne verte. Une berline sombre. La voiture de mon père. Il est sorti. Il regardait autour de lui, pensant être seul dans la nuit noire de la montagne. Il tenait une pile d'enveloppes blanches. Il n'avait pas de clé pour ma boîte postale. Il n'en avait pas besoin. Une par une, je les regardais forcer les enveloppes à travers la fente étroite de ma boîte aux lettres verrouillées. Il les bourrait. C'était un acte de violation physique. Il est remonté dans sa voiture et est parti. Je n'ai pas dormi. À 6 heures du matin, j'étais à ma boîte postale. J'ai ouvert la serrure. Les enveloppes se sont déversées. C'étaient des affidavits de membres du foyer. Des formulaires frauduleux, destinés à ma compagnie d'assurance habitation, déclarant que Bastien et Lise étaient désormais des résidents à temps plein, signés par Didier Durand, gestionnaire immobilier. Il fabriquait ses propres preuves. Je me suis assise dans ma voiture gelée. J'ai pris des photos haute résolution de chaque page. J'ai téléchargé le fichier vidéo horodaté de 2h11. J'ai tout envoyé à Maître Roche. Sujet, gelé. Sa réponse est arrivée à 7h08. Je dépose le référé d'urgence maintenant. Avec la vidéo. Il est fini. Le 31 décembre. La Saint-Sylvestre. Mon téléphone est resté silencieux. Trop silencieux. Ma grand-mère Mireille a appelé. Amandine. Ta mère est hystérique. Elle a dû recevoir les papiers de l'avocate. Elle crie que tu détruis la famille. Écoute-moi. Ils adorent le drame. Ils adorent les jours fériés pour faire une scène. Ne reste pas seul ce soir. Tu m'entends? Ne sois pas seul. Elle avait raison. Il n'allait pas laisser l'année se terminer sur une défaite juridique. Il viendrait pour une confrontation émotionnelle. J'avais un plan. Ce n'était pas une défense de serrure. C'était une défense de témoin. J'ai appelé mes voisins, Sarah et Tom. Faites impromptu pour le nouvel an. Pouvez-vous venir? J'ai envoyé un message à mes amis de Lyon. Mission, boucliers sociaux. Venez ce soir. À 19h, mon chalet n'était plus une forteresse. C'était une fête. Il y avait mes amis, mes voisins, et même un autre couple du village. La maison était bruyante, lumineuse, remplie de l'odeur de chocolat chaud et de vin chaud, le mien, cette fois. Mais j'avais fait une dernière chose. Sur la table d'entrée, entre les serviettes en papier et les tasses pour le chocolat, j'ai placé un petit chevalet. Dessus, sous plastique, se trouvaient 2 documents. Page 1, la mise en demeure de ne pas paraître. Page 2, la première page de la demande de référé d'urgence, avec le tampon rouge du tribunal, citant le « faux et usage de faux » et la « diffamation ». C'était ma décoration de fête. 20h03, nous rions. Et puis, le bruit. Le craquement du gravier sous des pneus lourds. 2 gros SUV. La musique s'est arrêtée. Mes invités se sont tus. Thomas a levé son téléphone, discrètement, et a commencé à filmer. Ils sont sortis. Didier. Claire. Bastien. Lise, qui avait l'air de vouloir mourir. Et un 5e homme. En costume sombre, l'air suffisant, portant une mallette en cuir. Mon père n'a pas sonné. Il a frappé. Fort. J'ai posé ma tasse. Je me suis dirigée vers la porte. Mes invités se sont écartés comme la mer Rouge. J'ai ouvert la porte. L'homme en costume s'est avancé. Amandine Durand? Je suis Maître Bernard. Je suis un médiateur familial engagé par vos parents pour résoudre cette situation, à l'amiable. Ils avaient engagé un médiateur. Il n'y a rien à résoudre, maître, dis-je, ma voix claire pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre. Et vous 3, dis-je à ma famille, vous violez une mise en demeure. Le médiateur a gloussé. Ah, mais c'est là que vous vous trompez. Nous avons un concept en droit de la famille appelé « consentement par le silence ». Votre refus d'engager un dialogue familial constructif est considéré comme une approbation tacite de leurs besoins. Le culot. Consentement par le silence. J'ai presque souri.
C'est la théorie juridique la plus créative et la plus désespérée que j'ai jamais entendue. Je me suis retournée d'un pas. J'ai pris les documents plastifiés sur la table d'entrée. Je suis revenue à la porte et je les ai brandis. Ceci, dis-je, est l'acte de propriété de la SCI. Ceci est la mise en demeure de la gendarmerie. Et ceci, mon préféré, est la demande d'ordonnance d'urgence du tribunal, déposée hier, concernant la plainte pour faux et usage de faux, après que mon père a été filmé par une caméra de chasse en train de bourrer ma boîte aux lettres avec des affidavits frauduleux à 2h11 du matin. Le visage du médiateur s'est décomposé. Il n'avait clairement pas ces informations. Bastien a explosé. C'était la fin pour lui. Tu crois que tu es maligne? Avec ta petite fête et tes faux amis? Tu es seule, Amandine. Nous sommes une famille. C'était leur dernière arme. L'isolement. Je ne suis pas seule, ai-je dit calmement. Et vous violez une ordonnance du tribunal. Je vais devoir appeler les gendarmes. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le 17. 10 minutes plus tard, les gyrophares bleus étaient de retour. Le même gendarme que la dernière fois. Il avait l'air fatigué. Encore vous? Vous êtes en violation directe d'une demande de référé. C'est très grave. Il leur a tendu des papiers. Ce sont des convocations au tribunal pour vous trois. Maintenant, partez. Mon père était vaincu. Ma mère pleurait. Mais le coup de grâce n'est pas venu de moi. Il est venu de Lise. La femme enceinte, silencieuse et humiliée. Elle s'est tournée vers Bastien, les larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était de la rage. Non, cria-t-elle, si fort que tout le monde s'est figé. Je ne ferai pas ça. Je ne veux pas de cette maison. Je ne veux pas de cette famille. Je n'accoucherai pas dans une maison que nous avons volée. Tu m'entends, Bastien? Tu es un raté. Je suis fatiguée de tes échecs et de tes parents qui essaient de tout voler pour toi. Elle s'est retournée, a bousculé le médiateur et a marché vers la voiture. Je rentre à Versailles. Et je veux que tu sois parti quand j'arriverai. C'était fini. L'effondrement était total. Ils sont partis. Vaincus. Humiliés devant mes amis, mes voisins. J'ai fermé ma porte. J'ai tourné le pen. Le clac final. Je me suis retournée vers mes invités, qui me regardaient, bouche bée. J'ai souri. Un vrai sourire. Comme je le disais, qui veut un chocolat chaud? J'ai de la vraie crème fouettée. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Parfois, la famille que nous choisissons est celle qui compte le plus. Parfois, les frontières que nous construisons ne sont pas destinées à éloigner les gens, mais à nous protéger de ceux qui refusent de nous voir. Cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà dû faire face à une situation où vos propres limites ont été testées par ceux qui étaient censés vous aimer le plus? Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos propres expériences. J'aimerais vraiment lire vos histoires. Et bien sûr, si vous avez apprécié ce moment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Et si cette histoire a vraiment résonné en vous, s'il vous plaît, soutenez-nous en appuyant sur ce bouton « Hype » ou « Merci » pour qu'elle puisse être entendue par plus de gens qui, peut-être, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Prenez soin de vous, et à la prochaine histoire.